Bonsoir, nous espérons que vous allez bien. Ce soir, Grain de Sable et moi donnons la parole à Fanny et Mathieu. Il y a quelques jours, je vous avais alerté de la situation d'urgence. Ils vivent dans leur voiture et cherchent un logement. Et nous vous remercions pour les messages de soutien. Ils forment un couple depuis 14 ans et sont tous les deux les parents aimants de 4 enfants. Un garçon de 13 ans, deux filles de 9 ans et demi et 5 ans et demi, et un garçon, le dernier, un bébé de 15 mois. Ils ont élevé leurs 3 premiers enfants dans le Jura jusqu'à ce que des membres de leur entourage familial fassent des démarches pour leur enlever leurs enfants. Cela avait commencé en 2013, où le grand-père paternel avait été à l'origine d'une information préoccupante. Les raisons invoquées étaient l'isolement des enfants et l'allaitement tardif de leur fils aîné, alors âgé de 13 mois. Une enquête de la PJJ et de la PMI n'avait pas établi que Fanny et Mathieu représentaient un danger pour leurs enfants. Après cette épreuve, ils ont évidemment coupé les ponts avec le père de Mathieu. Ils ont donc continué leur vie tranquillement jusqu'à ce qu'une autre information préoccupante fût diligentée à leur encontre. Ce soir, ils vont vous raconter l'acharnement qu'ils ont subi de la part de leurs familles respectives et qui ont conduit à l'enlèvement de leurs 4 enfants. Leur situation précaire ne leur permet pas d'effectuer sereinement les démarches administratives pour retrouver leurs enfants. Ce qui est préoccupant, c'est que le petit dernier, un bébé de 15 mois que Fanny allaitait, leur a été arraché le 5 juillet. Il est depuis placé dans un service hospitalier. L'alimentation ne se fait pas correctement, car il est compliqué d'arrêter du jour au lendemain l'allaitement. Fanny et Mathieu sont autorisés à le voir 30 minutes par jour, et déjà leur petit bébé a changé. Bonsoir Fanny et Mathieu, merci de nous faire confiance. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont passées les premières années de votre vie avec vos 3 premiers enfants vis-à-vis de vos familles respectives? Bah, en fait, moi, ça s'est avec ma belle famille, ça s'est jamais bien passé. Quand ils ont su que j'étais enceinte, ils ont voulu que Mathieu me quitte et qu'il me fasse avorter. Dès que j'étais enceinte du premier, en fait. Mon père me harcelait pour que je quitte Fanny. D'accord. C'est il avec un S ou c'est il ton papa uniquement? C'est Mon surtout père. mon père. En fait, il faisait des mails, des Des mails, mails, où il te disait, les lettres que tu devais faire, c'est ça pour, Voilà. quitter et cetera, voilà. lui dire d'avorter. Donc c'est ton C'est ça. papa qui, entre guillemets, a monté la tête à d'autres membres Oui. de ta famille pour dire qu'il fallait que tu quittes Fanny. Voilà, c'est ça. Il me harcelait, même dans mon boulot, quand j'étais au travail, il m'envoyait des mails c'était terrible, quoi. J'aurais dû couper court à toutes ces démarches, mais je pensais pas qu'il irait qu'il serait à ce point harceleur, quoi. Donc c'est bien ton papa Mathieu qui a fait ces démarches et justement c'est ce il a fait en 2013 avec cette information préoccupante. Mais malgré l'enquête, rien n'avait été établi que vous étiez un danger pour vos enfants. Donc normalement Non. tout aurait dû s'arrêter là, mais il a quand même continué derrière. Par contre, le juge nous a dit, on va se Elle a revoir. dit: «On va se revoir». Ouais. Elle a dit ça alors qu'en fait, ils avaient rien trouvé, que le monsieur de la PJJ nous avait bien défendu et elle a dit: «Mais vous inquiétez pas, on va se revoir». Comme si un jour, on aurait encore affaire à elle, en fait, ouais. Mais quand il s'est passé ces enquêtes vis-à-vis de vous en 2013 de la part de ces personnes de la PJJ, ça n'a pas trop perturbé vos enfants? Est-ce qu'ils ont été interrogés individuellement pour savoir comment ça se passait à la maison? Comment s'est passée l'enquête? Oui, à l'époque, il y avait que Timio et il était petit, en fait. Il avait 22 mois quand ça a commencé. Ça a dû s'arrêter, je me demande si c'est pas vers ses 3 ans, 3 ans et demi, parce que c'est assez long, en fait. On avait coupé les ponts, d'ailleurs, c'est pour ça il fait des enquêtes dès qu'on coupe les ponts avec lui, allez hop, il fait des IP, quoi. C'est son truc, Il se venge. faut jamais couper les ponts avec lui, autrement il te fait une IP. Ok, c'est comme si pour eux, ils avaient un droit sur vos enfants, quelque part. C'est ça. Ouais.
Et ensuite, vous avez eu une autre information préoccupante, mais cette fois-ci, c'était plutôt de la part de ta famille, Fanny? C'était anonyme. Ouais, anonyme, ouais. C'est-à-dire c'était anonyme, on a supposé que ça venait de ma famille. C'était après la mort de mon père. En fait, il y avait des mésententes par rapport au fait Pour la succession. de mon frère qui n'était pas content parce que il y avait un quart de la succession auquel il n'avait pas le droit. Il a essayé de monter tout le monde contre moi. Et puis après, ma mère, elle a arrêté de me parler, tout le monde a arrêté de me parler. Et comme par hasard, après ça... Quelques moments après, il y a une information préoccupante. Voilà. C'était dans la même région? C'était dans le Jura également? Vous habitiez encore là? Ouais. Donc, Ouais, pour le coup, ce sont les mêmes personnes qui vous ont fait la deuxième enquête. C'est les mêmes services de la PJJ qui vous ont dit on va se retrouver, et là, effectivement, vous les avez retrouvés. En fait, on a eu d'autres personnes, en fait. C'était pas les mêmes qui ont enquêté, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de votre dossier, c'est le même secteur géographique, donc pour eux, c'est comme une deuxième, et ils ont connaissance de la première. Donc, mais lors de cette deuxième information préoccupante, malgré tout, l'enquête, vous avez eu aussi une enquête, mais ça n'a pas donné lieu à quelque chose. Une AEMO peut-être? C'est quand vous avez une surveillance en milieu ouvert. Ils appellent ça en milieu ouvert, ça veut dire qu'on surveille la famille, vos enfants, mais on ne vous les place pas. C'est juste qu'il y a des gens, vous devez rendre des comptes, et les personnes des services sociaux écrivent des rapports sur ce qu'ils voient de votre famille, en fait. Vous n'avez pas eu ça pour la deuxième? Il y avait une AMO. Oui, à un moment donné, il y a eu une AMO. Et à quel moment vous avez eu une vraie audience pour pouvoir défendre votre point de vue? Il y a eu une audience où vous avez été convié? Oui, on a été conviés après le rapt des enfants. Et donc en 2020, pour la troisième fois, vous avez fait l'objet d'une information préoccupante. Et là, ça vient encore de votre père, Mathieu. Ça s'est passé au moment des restrictions qu'il y avait au niveau du gouvernement pour le Covid. Et j'imagine que pour lui, ça a été un bon prétexte, cette période Covid, parce qu'à ce moment-là, vous avez pris des décisions par rapport à vos enfants. Et le masque, si vous pouvez nous le dire. Il a dit que j'étais conspirationniste. On voulait pas qu'en fait que les enfants aient à porter le masque à l'école. Donc pour le coup, on les a déscolarisés et on les a inscrits en instruction en famille. Vous avez fait les démarches nécessaires pour faire l'école à la maison, et vous avez décidé de retirer les enfants de l'école, c'est ça? Donc on les a inscrits auprès de la mairie, auprès de l'éducation nationale. Ils ont eu leur contrôle pédagogique annuel, comme ça se fait normalement. Donc on était en règle, le contrôle pédagogique s'est bien passé. Et malgré tout, ils font des histoires quand même. D'accord. Et donc c'est ton papa, Mathieu, qui s'est servi de ça en plus pour mettre tous les éléments de son côté, entre guillemets, et pour réclamer la garde des enfants. C'est ça. Et donc toi, ton travail, Mathieu, tu as eu un problème, si j'ai bien compris, parce que tu refusais de porter le masque, et donc tu as perdu ton emploi. J'ai dû quitter mon emploi à cause de ça, parce que je travaillais aux finances publiques, et en 2020, non c'est ça, 2020, oui, ils ont obligé les personnels des finances publiques à porter le masque régulièrement. Et moi, je ne supportais pas de porter le masque. Je ne pouvais plus respirer. Donc, pour moi, c'était hors de question que je ne puisse pas respirer. Je ne suis pas en apnée, quoi. Je ne vis pas en apnée. Donc, voilà, quoi. Donc, je ne pouvais pas. J'ai essayé de me faire arrêter par le médecin, mais ça n'a pas suffi, quoi. Mais au niveau des dates, vous avez fait le choix de l'instruction en famille en quelle année? C'était quelques années avant 2020? C'était au moment où ils allaient rendre obligatoire le masque à l'école. Donc en 2020. En novembre, il était obligatoire. Et nous, juste avant, ça devait être au mois de septembre, on sentait qu'ils allaient le faire, parce qu'ils en parlaient déjà. Et donc je crois que ça peut pas à ce moment-là. On avait pris juste un petit peu d'avance. Oui. Ça a été le déclencheur pour vous? Vous avez dit non, c'est pas possible pour nos enfants, on n'a pas envie qu'ils... Ouais. On trouve ça insupportable de forcer un enfant à porter le masque, déjà pour soi-même. Donc pourquoi on le donnerait pour notre enfant, la chair de notre chair, hein.
hormis qu'on pourrait mettre l'étiquette de complotiste, à ce moment-là, vous avez été des bons parents et vous avez essayé de les préserver, en tout cas, et en cela, bravo. C'est effectivement courageux d'avoir pris cette décision de faire cette instruction en famille au moment où, à l'école, non seulement il y avait le masque, mais il y avait aussi des distanciations sociales imposées aux enfants dans la cour. Vous n'avez même plus le droit de jouer au sport collectif. Donc, tout simplement. S'il y avait eu des milliers de parents qui avaient porté leur coronesse, malheureusement pour vous, vous n'avez pas été des milliers à les porter et du coup la foudre s'est abattue sur vous et sur d'autres, hein, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir des problèmes par rapport à ça. Ce qui me peine énormément, c'est que c'est ton papa, voilà. Ça vient de la famille et ouais, comme quoi, ouais, c'est fou. Hein. De ceux qui nous sont proches, en fait. Et comment s'y est-il pris pour cette information préoccupante? Comment ça a été un peu plus l'escalade pour vous, celle de 2020? Déjà, il y a une opinion de complotistes, et aussi du fait que financièrement, que ça allait pas en s'arrangeant, quoi, aussi. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, au début, tu avais encore ton travail, mais bon, ça s'est pas arrangé, quoi. C'est-à-dire, parce que l'information préoccupante, c'est long. Ça a mis 1 an et demi avant qu'il arrive à avoir les enfants. Donc au début, Mathieu avait encore son travail, et puis après, au bout d'un moment, Mathieu n'avait plus son travail, et comme il n'avait plus son travail, il avait de plus en plus de quoi faire contre nous, quoi. Abandon de poste, ouais. Donc du coup, c'est toi qui, de ton propre chef, a quitté ton emploi pour ne pas avoir à supporter ces mesures. C'est ça. Et dans ce contexte-là, où le masque était obligatoire un peu partout dans le contexte professionnel, tu as cherché du travail ailleurs? Comment ça s'est passé? Parce qu'ils ont été longs avant de plus verser à Mathieu pendant pas mal de temps. Il a continué à toucher ses salaires. L'argent, ouais. Pendant pas mal de temps. Et à cause de ça, longtemps après, ils ont fini par réclamer de l'argent à Mathieu. Oui, c'est ça. Okay, pour eux, c'était un trop versé par rapport au fait qu'il n'était plus là, quoi. Voilà. Et donc, en fait, il a toujours ça. Hein. Il a toujours une dette. Il a toujours une dette à solder. D'accord, ok. Et donc l'État se chargera, parce que c'est comme ça qu'il procède, de ponctionner sur ton compte. Mathieu, tu travaillais pour les finances publiques, tu n'avais pas le statut de fonctionnaire? Si, j'avais le statut de fonctionnaire. D'accord, donc abandon de poste avec le statut de fonctionnaire. Et ok, et bon, très bien. Il avait son statut, quoi, ses avantages, quoi. Le problème, c'est qu'on était isolés. Mathieu n'était pas, conseillé, j'étais un peu déprimé dans mon coin. Je voyais qu'on avait une information préoccupante, ça me stressait, j'étais vraiment isolé, quoi. En tout cas, ça n'a pas arrangé la situation avec d'un côté la famille qui s'acharne sur vous et ensuite ces restrictions qui sont... et tu as eu une réaction tout à fait normale. Tout le monde aurait pu dire apporter un masque 8 heures par jour, c'est impossible. Tout le monde peut le penser, mais toi, tu as été, entre guillemets, courageux de quitter son travail. C'est pas facile de le faire parce que tu as d'abord avoir eu on va dire un esprit de sincérité avec ce que tu ressentais et ils en ont profité. Donc c'est toute une série de choses qui sont arrivées dans votre vie qui ont permis finalement aux services sociaux de finaliser cette information préoccupante. Et ça s'est passé comment? Alors donc c'est du coup ton père Mathieu qui a récupéré les 3 enfants. Ils sont pas dans un foyer ni une famille d'accueil. Oui, ils sont tiers dignes de confiance en fait. Mais ils avaient quel âge? C'était des gens âgés au moment où ils ont pris vos enfants? C'était 2 ans avant sa retraite? Ouais, 2 ans avant sa retraite. Ouais. Et les droits de visite? C'était 2 heures tous les 15 jours en lieu médiatisé. Mais alors ça a mis 6 mois. C'est énorme, hein, 6 mois. Ouais. Et ils ont été rescolarisés, pardon, dans un autre département? Dans le Jura, là où habitent mes parents. Voilà, ça. Mais au moment où on vous a pris vos 3 enfants, vous n'étiez plus dans le Jura à ce moment-là, si? Au début, on était en Saône-et-Loire. Oui, on était en Saône-et-Loire, ouais. D'accord. Donc ils ont été déracinés en même temps, quoi, vos enfants. Ils ont été changés de département. Pas c'est à côté, mais bon. C'est pas loin. Hein. Ils connaissaient bien chez leurs grands-parents. Ils avaient l'habitude d'y aller, donc. Ils avaient des bons rapports avec leurs grands-parents. Enfin, je veux dire, pour eux, ça, du coup, ça
peut-être été... Après, c'est un peu délicat parce que à l'époque où on les fréquentait, ils avaient des bons rapports avec eux. Mais après, quand on a coupé les ponts avec eux, les enfants, ils avaient l'air de nous comprendre. Après eux, en fait. Ils nous ont pas voulu de couper les ponts. Hein. Ouais, ils en ont pas voulu, non. Et à l'heure actuelle, vous voyez toujours vos 3 enfants qui sont chez les grands-parents? En fait, on a arrêté de les voir à cause que j'étais enceinte donc d'Anaël. Parce qu'après, on voulait plus les fréquenter parce qu'on avait peur de prendre Anaël. Pas qu'il y ait une information préoccupante à l'avance pendant la grossesse. Donc, pour le coup, on a préféré à contre-cœur s'éloigner, enfin ne plus continuer à voir les enfants, qu'on puisse voilà, finir la grossesse en paix, mettre Anaël au monde en paix et l'élever sans avoir d'angoisse de la peur qu'on nous l'enlève. Et donc c'est pour ça que Mathieu, tu n'as pas reconnu ton enfant pour éviter que ton père puisse avoir une emprise sur lui. C'est ça, c'était mon idée, ouais. Parce que justement, un petit retour en arrière, vous parlez des circonstances de cette 4e grossesse et des choix que vous avez fait effectivement de ne plus voir vos enfants pour ne pas que cette grossesse se voie et que vous soyez de nouveau, enfin que ce 4e enfant soit de nouveau une proie pour le père de Mathieu. Et vous avez été à un moment donné expulsé de votre appartement. C'est à quel moment? C'était pendant, vous étiez encore enceinte, Stéphanie? J'étais enceinte, donc on a été expulsés le 12 mai et je me suis retrouvée enceinte au mois de juillet. Donc on a été expulsés avec violence, dans l'illégalité totale. Pourtant, comment dire, le propriétaire avait fait des démarches avec l'huissier, mais après il a arrêté de rester dans la légalité. Dès qu'il a vu que c'était le printemps, il a cherché il nous a virés de force avec violence. Il m'a poussé. Mais avant ça, quelques mois auparavant, il nous avait coupé l'eau, il avait changé les serrures, donc nous on avait cassé la vitre pour re-rentrer dedans dans l'appartement. Il avait commencé quand même plusieurs mois à l'avance à essayer de faire des choses illégales. Il nous a accusés sans force de l'ordre, c'est ça. Il nous a frappés quoi quand même. Il nous a frappés, il n'avait pas à nous frapper, je veux dire. Et en plus, s'il avait été dans la légalité, les gens, tu leur laisses récupérer leurs affaires. Hein. Il a failli nous empêcher de récupérer notre voiture, nos clés. Voilà, il a tout fait pour pas qu'on récupère nos affaires personnelles, quoi. Et donc, vous avez encore des affaires dans cet appartement ou vous avez pu récupérer l'essentiel? Non, on a juste récupéré quelques affaires, mais quelques affaires personnelles, mais c'est tout. Et les meubles? non, aucun. Rien du tout, on a tout perdu. Ah ouais. Parce qu'il a tout mis à la rue. Et puis nous, on n'avait pas ce qu'il fallait pour récupérer les affaires. Non, à l'époque, on n'avait pas d'argent. On était découragés, on savait pas comment faire. Suffisamment d'argent pour on pouvoir avait les personne pour nous récupérer. aider aussi. Puis personne pour nous aider, donc à récupérer les affaires. Voilà. Dans votre entourage familial des deux côtés, il n'y avait pas une ou deux personnes qui étaient entre guillemets de votre côté, qui n'avaient pas écouté la version du grand-père et qui vous soutenaient? Non. Moi, ma famille en plus ils sont très loin. Moi, mon père, c'est un peu un gourou, hein, donc il arrive à manipuler tout le monde. Hein, donc c'est compliqué hein, de faire face à un gourou. C'est pour ça qu'on coupait les ponts, hein, parce qu'on en a marre du gourou. Hein, mais voilà quoi. Et donc on continuait à avoir les enfants à ce moment-là. On a continué jusqu'au moment où, environ vers les 3 mois de grossesse, là on a arrêté. Donc on les voyait toujours. Et après cette expulsion, qu'est-ce qui s'est passé pour vous concrètement? Vous êtes allé vivre où? Tout de suite dans votre voiture? Non, on était dans des campings. On était dans des campings et puis après on a pris des locations saisonnières. Moi j'attendais la vente de la maison familiale qui aurait dû se faire depuis longtemps. Puis on a rencontré des problèmes de retard. En fait, il y avait un projet avec les promoteurs immobiliers qui voulaient récupérer plusieurs terrains. Et au moment où tu accouches, Fanny, c'était dans quelles circonstances? Ça s'est bien passé ou il y avait quand même du stress? Comment s'est passé cet accouchement? Ça s'est plutôt bien passé. On était en co-hébergement, parce qu'on a fait quand même pas mal de co-hébergement. Hein, on a fait des co-hébergements. L'accouchement, ils n'ont pas aimé que je reconnaisse pas le bébé. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils trouvaient ça bizarre. C'est un peu inhabituel. C'est sûr. Même si tu avais tes raisons parce que tu connaissais le risque.
Et une fois que votre bébé est né, vous avez pu être logé dans un hôtel d'urgence En fait, on pendant est quelques mois? en co-hébergement, en fait. On a été plusieurs mois en co-hébergement quand même. On n'a pas fait on a fait du co-hébergement. Donc normalement, ça aurait dû bien se passer. Mais la dame chez qui on était, elle était exécrable. Elle est celle qui décidait de qui est vire ou pas, parce qu'elle avait d'autres locataires. Et quand t'es chez des particuliers, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et C'est pas toujours évident. t'as beau la payer, elle a décidé qu'elle ne gardait pas. Le co-hébergement, c'est la loi du marché, quoi. Voilà, c'est une sorte de colocation, en fait. Ouais, colocataire, quoi. Voilà. C'est colocataire, mais il n'y a pas de contrat, quoi. Et donc, Pour une durée déterminée, genre 1 mois, 2 mois, 3 mois. ça peut être plus, quoi. Mais voire plus. elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. C'est renouvelé, mais après, s'il ne veut pas renouveler, voilà, quoi. Ok. Et ça a duré pendant combien de temps, toutes ces solutions, entre guillemets, solutions de secours? C'était jusqu'au mois d'avril. Oh, non, oui, mars, ouais, mars ou avril, ouais. Si, avril. Ouais, avril, oui. Ah oui, Le mois d'avril, le dernier, en fait. D'accord. Je veux dire, avant le mois d'avril, on n'avait pas trop de problèmes. Mais on a eu des soucis parce qu'en fait, on avait des revenus, mais on a perdu nos revenus parce que on fait des démarches pour récupérer l'argent. Récupérer les prestations familiales. Ok, vous avez perdu. Il a fait en sorte que vous perdiez Voilà. les allocations pour vos enfants, étant donné que c'est lui qui les avait, quoi. C'est ça. J'ai même eu des problèmes pour le coup avec le RSA. Enfin, j'ai l'impression que ça a créé des problèmes aussi avec le RSA. C'est comme c'est le même organisme qui gère tout ça. Donc les problèmes se sont empilés les uns après les autres. C'est ça, ouais. Et donc, à quel moment vous avez pu être hébergé dans cet hôtel d'urgence durant... C'était cette année, ça? Oui, cette année, donc... D'avril à juillet. Voilà. Le mois Et d'avril, là où... c'était pas l'hôtel. Voilà. Et là, justement, vous avez été sommé de partir de cet hôtel d'urgence sur des faux prétextes. Et c'est dans ces conditions que vous vous êtes retrouvé avec votre bébé de 1 an. C'est ça, d'1 an. Ouais. Dans votre voiture. Donc là, pour le coup, c'était la finalité. Il n'y avait plus de logement pour vous. Voilà. Et là, vous avez demandé de l'aide à quelqu'un quand vous vous êtes retrouvé dans cette situation? Pas tout de suite. Hein. Au début, on faisait avec. Hein. On n'avait pas le choix. On ne savait pas comment faire, en fait. Hein. On ne savait pas comment s'en sortir parce que le SEO, ils nous ont dit qu'ils ne nous hébergeraient plus. Et on était coincés, quoi. On ne sait plus quoi faire, en fait. Donc, et vous avez rencontré un homme qui vous a qui vous a expliqué que une journaliste de l'Est Éclair pourrait éventuellement écrire un article sur vous afin que ça puisse avoir un écho de solidarité. Et qu'en est-il été vraiment? En fait, c'était la catastrophe. Ça s'est retourné contre nous. Voilà, parce qu'elle a fait un article horrible qui nous fait passer pour des mauvais parents, qu'on méritait de perdre tous leurs enfants. Voilà, nous, ça nous fait passer aussi pour des gens irrespectueux qui parlent mal au SIAO ou qui ne respectent pas l'hôtel alors qu'en fait c'était faux. Et puis pour le coup, ça, le préfet, il a trouvé ça... ils ont été remontés, tout ça, et ça a alerté la ZEU, tout ça. Enfin bon, c'était l'horreur, quoi. Jusqu'à maintenant, on a perdu notre bébé depuis le 23 août. Donc c'est cet article-là qui a accéléré administrativement les choses pour que votre dernier bébé vous soit enlevé. Mais dans quelles conditions votre enfant vous a été enlevé? C'est suite à l'article que le procureur a fait une IP et que l'enfant a été retiré. C'est ça, oui. Le 23 août, la nuit, oui. À minuit et demi, on a été réveillés par les policiers municipaux. Ils nous ont éblouis. Mais au début, ils ont fait genre qu'ils voulaient nous protéger. Écoutez, bonsoir, vous allez bien? Écoutez, on est inquiet pour vous. Écoutez, on va vous mettre à l'abri avec votre bébé. On a des logements pour protéger les familles. Et donc, ils nous ont emmenés au commissariat. Il y avait la police nationale qui était derrière. On trouvait ça un peu bizarre. Et puis là-bas, OPJ, garde à vue, on vous prend votre enfant, on l'emmène faire des examens, on vous le rendra après. En fait, c'était pas vrai. Donc on a été en garde à vue 24 heures. Enfin, moins de 24 heures. Mais...
de 1h du matin jusqu'à 16h. La raison invoquée pour vous garder en garde à vue? Défaut de soins défaut de soins et d'alimentation. D'accord. Et donc leur manière d'entrer en jeu, entre guillemets, c'était on va vous aider, et puis derrière, voilà quoi. Ouais. Alors, un coup, c'était parce que le bébé n'est pas soigné et alimenté, un coup, c'était la culpabilité de dormir dans la voiture avec un bébé. Et jouer sur les deux plans. Voilà. Depuis la vidéo que Grain de Sable a fait, quelles ont été les retombées? Est-ce que vous avez eu des conseils? Voilà. Alors, on a eu quelqu'un qui nous a envoyé un mail. Oui, d'ailleurs, il faut qu'on passe à la librairie. Ouais, pour un mail comme quoi un prêtre qui pourrait nous aider. Ouais. Okay. D'accord. Et vous avez réussi à trouver où il est? On a trouvé la librairie. Et on allait voir hier, mais il faut qu'on... Mais le problème, c'est qu'hier, il était pas là, le prêtre. Et puis toi, aujourd'hui, tu avais un rendez-vous. Et aujourd'hui, j'ai pas pu y aller. Et toi, tu avais ton rendez-vous, et moi, il y avait Anaël, donc on peut essayer demain, quoi. Puis il y avait autrement Sophie... non, pas Sophie, Sylvie Castro, avec qui on est en contact, qui pourrait peut-être nous aider. Parce que ces visites à l'hôpital, c'est aussi avec la présence de quelqu'un de l'aide sociale à l'enfance? Vous êtes surveillé? Ouais. C'est surveillé, ouais. Ils prennent pas de notes, mais par contre, c'est surveillé. Comment se passent ces visites avec votre petit bébé? Comment ça se passe? En fait, on va le voir dans sa chambre. Au début, c'était dans une salle de jeu, mais maintenant, c'est dans sa chambre, en fait. Donc, je préfère dans sa chambre, on est quand même un peu plus tranquille. Et donc, il y a une personne qui est là. Est-ce que tu te sens à l'aise, Fanny, d'être avec ton bébé quand il y a une tierce personne qui te regarde? Non, je suis pas à l'aise. Alors, aujourd'hui, c'était mieux parce que la dame avec qui j'étais, elle avait l'air, je sais pas, elle avait l'air plus sympa, moins à compter le nombre de temps qu'on est là, parce que l'autre qu'on voit d'habitude, elle est toujours là. Oui, vous savez, là, vous avez 5 minutes de trop. En tout cas, votre enfant, tu l'allaitais quand il vous a été enlevé, et donc là, il se retrouve à l'hôpital, et donc ils lui ont mis une sonde. Par rapport au fait qu'il ait cette sonde, quand tu le vois, il y a des jours où il y a des problématiques, parce que tu l'allaites pendant ces 30 minutes quand tu vois ton enfant. Et il y a des jours, il a cette sonde et ça le gêne énormément. Tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? En fait, il y a quelque chose que je comprends pas trop bien. Parce qu'il a une sonde sur lui en permanence. Nous, on nous dit qu'elle n'est pas branchée. C'est vrai qu'on la voit pas reliée à quelque chose. Mais alors des fois, on se demande, est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui nourrit son nez en permanence, ou est-ce que c'est que la nuit? Nous, on nous dit que la sonde, elle est branchée que la nuit. Mais on le voit toujours avec son embout et avec... enfin, comme sur la photo, là. Alors, on ne montrera pas la photo, mais effectivement, ce petit bonhomme a un tuyau qui lui sort d'une narine avec un embout qui lui est scotché sur la joue. Voilà. Mais moi, même s'il n'est pas branché, j'ai l'impression que dans la journée, de toute façon, comme il le garde toute la nuit, ce qui paraît qu'il lui met toute la nuit. Hein. Donc il a un mélange de trucs hydratants plus nourrissants. Et pour le coup, j'ai l'impression que ça perturbe le fait de pouvoir l'allaiter dans la journée. Et moi, j'ai 2 fois, alors j'ai pu 2 fois l'allaiter, alors sur 5 fois, j'ai pu l'allaiter 2 fois. 2 fois, j'ai réussi à l'allaiter où il était très bien. Et les 3 autres fois, dont aujourd'hui, j'ai pas pu l'allaiter. D'accord. Parce que j'ai beau essayer d'exprimer mon lait, de lui montrer que j'ai des gouttes de lait qui sortent, j'arrive pas à ce qu'il veuille téter, en fait. D'accord. Alors que les 2 fois où il a tété, il a vraiment très très bien tété. Ce qui vous avait été reproché, c'est que votre enfant ne prenait pas assez de poids. Est-ce que vous constatez, depuis que maintenant il est pris en charge par rapport à ce qu'on vous reprochait, son manque de poids, est-ce que vous constatez qu'il a pris du poids Mais aujourd'hui, on m'a dit qu'en fait, alors à la base, il faisait 8 kg 250. On m'a dit, en fait, là, il fait que 8 kg 500. On m'a dit, en fait, des fois, il prend, et le lendemain, il repère. Il prend, il repère, il prend, il repère. Il paraît qu'il y a des jours où il n'a pas beaucoup envie de manger.
Et en fait, ils n'ont pas réussi à faire mieux que nous. Parce que moi, quand il était avec moi, je l'allaitais. Et à côté, il mangeait un peu de petits pots, un peu de ce que nous on mangeait. Et puis, s'il avait plus envie de manger, on arrêtait. Mais à l'hôpital, il se passe pareil. À l'hôpital, ils arrivent pas forcément à lui faire manger un pot entier, etc. D'accord, donc il a pour eux une courbe de poids qui n'est pas suffisante. Je crois avoir compris que Ils n'ont pas changé quelque chose. Ils n'ont je, rien changé depuis le 23 août. Ils n'ont pas réussi à faire changer la donne. je crois avoir compris que tes autres enfants avaient également une courbe de poids qui n'était pas exceptionnelle et que c'est peut-être dû au fait que toi tu ne fais pas 1,80 m et, euh, et que voilà quoi. Tu n'es pas de forte corpulence, tes enfants ne le sont pas non plus, et grandissent gentiment à leur rythme, et voilà. Donc ils te chargent pour le dernier, alors que les trois autres étaient à peu près de la même trempe, on va dire, et se portent très bien maintenant, quoi. Voilà. Et en fait, alors, alors je voulais dire une chose, et j'ai raconté ça il y a pas longtemps à l'hôpital, je leur ai dit, vous savez, ma deuxième, elle est née à terme. Elle est née à terme, elle faisait 2,840 kg en étant née à terme, en n'ayant pas de problème dans le ventre et tout ça. C'était un petit bébé déjà à la naissance, hein, Valentine, hein, Mathieu. Donc, ils vont un peu chercher des histoires là où il n'y en a pas. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Oui, il y a des moyennes. Donc pour faire des moyennes, faut les. Pas à cause des parents, à la rigueur qui nous aident à trouver qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant pour l'aider à bien grandir sans que ce soit le faute des parents. J'aurais dit, on va pas placer tous les nains, hein, non plus. Dans ce cas-là, les enfants de nains, on les place tous, hein, en famille d'accueil. Allez, hop, 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 c'est parti. Ils placent très très facilement, hein, les enfants autistes, alors que les parents s'en occupent très bien, hein. Et hommage à toi, Lucie. Ils placent très facilement, quelle que soit la raison, de toute façon, quand ils ont envie de s'immiscer dans la vie des gens, plutôt que d'essayer de les aider à faire en sorte que ça se passe bien avec leur enfant. Ouais, c'est triste. Il y aurait beaucoup de métiers à créer, du reste, pour l'aide sociale à l'enfance telle qu'elle agit actuellement et depuis longtemps. Force est de constater qu'il y a des très très grosses lacunes. Ça pourrait être fait autrement. Hommage à Sandrine Voll également, on en a souvent parlé, et elle aimerait, elle, avec son association, proposer des solutions pour qu'il y ait des aides à différents niveaux, au niveau des enfants et des parents, et puis d'aller dans le bon sens avec des enfants qui sont avec leurs parents et aidés correctement. Mais je te rejoins, plutôt que de dire à des parents, vous êtes en difficulté financière, nous prenons votre enfant, l'argent qui est investi dans le placement de l'enfant, c'est-à-dire entre 7 et 8 000 euros par mois à une association privée, eh bien pourquoi ne pas les donner? D'ailleurs, c'est trop, 7 000 euros par mois à des parents qui ont des difficultés financières. Donc ça coûterait moins cher d'aider des parents qui sont dans une situation financière difficile plutôt que de le placer. Donc il y a une volonté de destruction de la famille, ça c'est sûr. Ça créerait des emplois, oui, avec peut-être des vraies personnes qui auraient à cœur de vraiment aider, plutôt que ça tombe dans des multinationales d'aide, enfin, de placement abusif, etc., etc. Et voilà, une petite aparté avec Olga Pfizer et Arnaud Gallet, voilà, qui fait souvent des vidéos pour plaider pour les anciennes victimes, et qui est PDG d'une association qui a plus de 500 employés et qui s'occupe d'enfants placés. Voilà, je ferme la parenthèse. Eh bien, je vais ouvrir une autre parenthèse. Notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier, sa femme s'appelle Isabelle Altmaier et elle est avocate de profession. Elle a fait de la politique aussi. Mais là, son travail, c'est qu'elle doit être en charge de la récolte de fonds pour une association qui s'appelle La Vie au Grand Air, qui est une association qui vit de placement. Voilà. Alors, pour en revenir à vous, Fanny et Mathieu, vous qui avez besoin de solidarité, besoin d'écoute,
De quoi avez-vous besoin pour vos démarches pour le logement? Est-ce que, par exemple, vous avez eu, suite à la première vidéo de Grain de Sable, vous avez eu des personnes qui vous ont dirigé vers certaines structures qui pourraient vous venir en aide? On a été contacté par un monsieur qui nous a dit qu'on pouvait peut-être nous aider au niveau de l'église, en fait. Il y avait un prêtre, différentes personnes. Vous avez une réponse? C'est un commentaire qu'il y avait sous ma vidéo. C'est ça, oui. Et donc en fait, le monsieur nous a réécrit il n'y a pas longtemps. Il nous a donné les coordonnées d'une librairie où on peut rencontrer un monsieur qui connaît des personnes qui peuvent, des prêtres, des bonnes sœurs qui peuvent peut-être essayer de nous aider. Ok, donc il vous a répondu par mail alors. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, parce que moi j'avais pas vu de réponse arriver sous les commentaires qu'on avait fait et je me disais zut. Donc tant mieux. Il n'y a pas longtemps. D'accord, ok, mais cette personne en tout cas s'est manifestée et merci à toi donc de t'être manifesté. Je dis plus son nom, mais voilà, il y a un monsieur qui. D'ailleurs, il y a la personne qui s'est manifestée. Elle a dit qu'elle voulait rester discrète sur les noms des personnes qui pouvaient nous aider. Enfin, parce qu'elle nous a donné des noms de personnes qui pouvaient nous aider. Elle a dit qu'elle voulait rester discrète. Voilà. Oui, ils ont qui se proclament aider les autres sans être discrets et qui ne le font pas vraiment. Et au niveau de vos ressources, est-ce que pour l'instant vous avez les ressources, pas forcément nécessaires, mais est-ce que vos droits aux ressources, vous les avez pleinement ou il vous manque des éléments pour pouvoir, je ne sais pas, je parle du RSA ou différentes choses. Est-ce que par exemple pour un prochain logement en tant que locataire, est-ce que des personnes vous ont parlé d'un collectif, c'est public, où quelqu'un peut se porter caution, enfin un organisme public se porte caution à votre place et vous n'avez pas besoin, vous, de donner des mois de caution pour cette location. Mais c'est peut-être prématuré, mais dans un premier temps, plutôt une aide gratuite, un logement gratuit ou une chambre vous suffirait. Est-ce que vous pouvez rappeler la région, la ville où vous habitez pour que les gens qui écoutent puissent vous aider? On est à 3. Dans l'Aube. Ouais, dans l'Aube à 3. Ouais. Habiter, c'est un bien grand mot, donc hein, vous êtes dans votre voiture. Oui. Okay. Donc les urgences, c'est d'avoir un logis, de pouvoir avoir des commodités et de ne plus être dans votre voiture et de pouvoir après prétendre à trouver un job dans le secteur pour avoir le maximum de cartes en votre possession pour prétendre au fait que vous êtes digne d'être parent, quoi. C'est le truc, quoi. Et après, trouver de l'aide aussi à pouvoir prendre un avocat pour essayer justement de faire le maximum pour après récupérer Anaël. Ok, et par contre, vous êtes à 3 et vous restez à 3 et par obligation à cause du petit dernier. Bah, de toute façon, Anaël, on va pas partir sans lui, quoi. Donc, on reste dans le coin, en fait. Bien sûr, vous restez entre guillemets coincé loin des 3 autres pour rester à proximité du petit dernier. Donc, votre avenir, entre guillemets, pendant un certain temps, se situera sur 3 par obligation. Et là, donc, c'est trouver un logement et une solution pérenne qui vous sorte de de sortir de votre voiture et puis d'entamer des démarches pour trouver un job et continuer de, entre guillemets, vous battre et puis après tourner la page. Donc, tu es en attente également d'une succession qui pourrait changer les choses et faire en sorte que vous puissiez enfin reprendre les rênes de votre vie. Oui, parce qu'en fait, nous, on est en contact avec un promoteur immobilier qui a déposé un permis de construire. Il attendait la validation du maire. Et donc, normalement, pour la fin de l'année, de toute façon, le contrat est jusqu'à la fin de l'année. Normalement, d'ici la fin de l'année, ils doivent avoir fait en sorte de
nous avoir donné l'argent. Ok, donc c'est pas une succession, hein, je me gourre complètement, c'est qu'il y a une maison, il y a un bien immobilier. Rapport avec la succession de mon père, c'est-à-dire c'est la maison qui était à C'est la mon père. maison familiale. D'accord, Voilà, ok, c'était à ok. mon père et c'était à mon grand-père paternel, quoi. D'accord, donc je me suis pas totalement trompé, donc il y a une attente. Avec le décès de mon père il y a 5 ans, c'est. D'accord, donc il y a une attente de solution financière de toute façon qui commence à dater et qui vous permettra, une fois que c'est fait, de reprendre les rênes de vos vies et voilà quoi. C'est vrai qu'on est un peu pris en otage à 3, quoi. Mais déjà, à Naël, on nous prévient toujours au dernier moment quand est-ce qu'on peut aller le voir. Hein. Donc en fait, je disais à Mathieu, si on trouve un travail, eh ben, après ils auront peut-être pas, ils auront pas trop le choix. On va être obligé de leur dire, écoutez, on travaille de telle heure à telle heure, donc arrangez-vous pour que ce soit après notre travail. Mais parce que là, en ce moment, c'est vraiment, ils nous préviennent au dernier moment. Genre, ils nous préviennent 1 heure et demie avant. Nous, on met 3/4 d'heure, pas loin de 3/4 d'heure quand même pour y aller. On est obligé c'est un peu stressant, quoi. On est obligé d'être à surveiller tout le temps le portable. Ce matin, on a raté la proposition. On n'avait pas vu qu'on avait mis un message. Cet après-midi, j'ai pu y aller, moi. Ok. Mais, Moi, je reviens sur le coincé à 3 parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on vous a signalé que quand l'enfant serait ailleurs qu'à l'hôpital, les droits de visite seront différents et donc moins en votre faveur, mais vous n'avez aucune assurance de savoir si c'est sur 3. C'est possible de le savoir, ça? Mais le foyer, il est à côté de 3. D'accord, ok. Mais vous avez l'assurance qu'il sera placé là-bas? Non? Bah, l'assurance, c'est ce qu'on nous a dit. Après, est-ce qu'ils peuvent mentir, hein, mais c'est pour ça que je me méfie toujours hein, de ce qu'ils disent. Bon, on nous a dit qu'ils seraient dans un foyer à côté de 3, mais est-ce qu'ils vont tenir parole, ça c'est point d'interrogation. Il y a souvent des enfants placés qui se retrouvent placés à des centaines de kilomètres de là où vivent la mère généralement, parce qu'il y a plus de mamans dans ce milieu, semble-t-il, et, et ce qui provoque d'énormes difficultés à tout point de vue. Je connais énormément de mamans qui ne peuvent pas retrouver un travail entre guillemets normal parce que d'un jour à l'autre, quasiment, on leur dit bah, vous pouvez voir votre enfant tel jour, telle heure. Et donc la maman est obligée de s'absenter de son travail et de trouver un patron assez complaisant pour que son employé s'absente à son bon gré, entre guillemets, mais en vérité pour quand elle a l'autorisation de voir son enfant. Et cette personne est obligée de faire des kilomètres et des kilomètres, de s'absenter de son travail, donc de ne pas être payée. Et puis il y a des employeurs qui en ont marre. Et puis voilà, c'est le cercle vicieux. C'est une machine qui broie. Et en aucun cas, ou trop peu souvent, il me donne l'impression d'être humain et de réellement réfléchir. Ou alors, à l'inverse, il me donne vraiment l'impression de réfléchir, de savoir ce qu'ils font et de tout faire pour broyer. Voilà. Ils veulent détruire la famille. Ah bah, c'est eux qui ont raison, voilà, c'est eux qui ont raison. Et puis c'est comme ça, puis ça fait vivre des gens, et puis c'est comme ça. Et les parents derrière, bah c'est, bah voilà. En tout cas, merci Fanny et Mathieu de votre confiance et nous espérons que cet appel va être entendu. Voilà, vous cherchez donc une chambre, un logement, quelque chose de temporaire, moyenne durée, à Troyes ou dans la région de Troyes, puisque votre petit bébé est donc hospitalisé pour l'instant, mais ensuite placé dans un foyer à côté de Troyes et vous devez être à côté de lui pour le voir quand vous pouvez. Et un emploi en CDD ou en CDI. Voilà, si vous êtes patron, entrepreneur ou je ne sais quoi, et que dans votre entreprise, société, vous avez besoin de quelqu'un, faites en sorte de contacter Fanny et Mathieu. Le mail sera dans le descriptif. Et voilà quoi. En tout cas, on croise les doigts pour vous, pour que cet appel soit entendu
rapidement vous puissiez tourner cette page et reprendre une vie entre guillemets normale. Mathieu, il a une licence de maths, enfin, Une licence de maths. ouais, c'est ça. Voilà, une licence de maths, quelqu'un qui a des bagages, donc. Moi, c'est un BEP sanitaire et social et un CAP petite enfance et 13 ans d'expérience en garde d'enfants. Donc voilà, un couple avec des capacités, avec des bagages, avec de l'expérience. Avec de l'expérience, donc n'hésitez pas à les contacter aussi bien pour une solution de logement pour les aider à revoir le jour, et puis n'hésitez pas à les contacter pour qu'ils puissent trouver un emploi dans le secteur, parce que pour l'instant ils sont coincés dans le secteur, et voilà, et trouver une solution. Voilà. J'ai le mot de la fin. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, j'espère de tout cœur pour vous que cet appel, enfin ce témoignage que vous déposez ici, va vous permettre d'avoir des solutions. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci à tous. Merci de votre Merci aide. et à Colombe. Merci de votre soutien. Il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.